Ok, donc bonjour à tous. Je vais vous présenter le second article issu de mes travaux de thèse et qui parlait en fait de l'efficience d'utilisation de l'eau estimée à l'échelle foliaire et à l'échelle de l'arbre pour les peupliers, donc en mélange forestier et en agroforesterie. Quoi ça veut c'est- Donc, comme vous le savez, l'eau va devenir une ressource limitante sous les latitudes, sous nos latitudes, pardon. Et le mélange d'espèces a le potentiel, en fait, d'optimiser l'utilisation de cette ressource. Et ce qui est attendu, c'est que l'eau soit utilisée plus efficacement par les arbres comparativement donc, à leurs monocultures, respectives, dues notamment à des interactions positives de complémentarité et de niche ou de facilitation quand on a une espèce fixatrice d'azote dans le mélange, comme ça a été le cas pour nous. Et ce potentiel a peu été démontré, notamment en contexte agroforestier. Parce qu'en forêt, il y a quand même en contexte forestier, il y a quand même des études, mais pour les peupliers, en contexte, forestier et agroforestier, c'est pas le cas. Donc l'objectif de cet article, en fait, c'était de déterminer si le mélange d'espèces, donc mélange forestier-agroforestier, allait avoir un impact sur, l'efficience d'utilisation de l'eau des peupliers et si, ces différences, se retrouvent aux différentes échelles qu'on a étudiées, donc aux échelles, de la feuille et de l'arbre, mais aussi à des échelles, temporelles différentes, instantanées, tout au long de la vie de la feuille et sur, la saison de croissance. Et les principales hypothèses, enfin la principale hypothèse, c'était que, les interactions entre espèces dans les mélanges allaient permettre aux peupliers, de bénéficier d'une efficience d'utilisation de l'eau, plus élevée comparativement à leur monoculture. Donc, c'est ce que je disais, tout à l'heure, dû notamment à une réduction de compétition à travers, des mécanismes de complémentarité mais aussi, dû à un effet de facilitation, grâce à la présence de l'espèce fixatrice, d'azote dans le mélange et c'est ce que je vais vous montrer ici puisqu'en fait, donc on est sur le site expérimental de la Bousule qui a été installé en 2014 et pour lequel, on a des modalités donc, de mélange avec, soit une espèce fixatrice d'azote ligneuse qui est l'aulne, soit avec une, culture herbacée fixatrice d'azote. Donc là, on était sur une, succession de luzerne trèfle avec, la luzerne de 2014 à 2018 et puis, depuis 2018 le trèfle qui va maintenant être remplacé, de nouveau par la luzerne. Donc on s'est, focalisé, uniquement sur les peupliers. Tout d'abord d'un point de vue, technique, puisque les aulnes, en fait, n'avaient pas le diamètre qui était, suffisamment important pour pouvoir installer les capteurs de flux de sève. Les arbres étaient trop fragiles. Donc on a échantillonné, que les peupliers et on a mis 12 capteurs de flux de sève, par traitement. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a regardé, enfin, on a estimé les efficiences d'utilisation de l'eau, à différentes échelles. Donc, à l'échelle de la feuille, on a estimé, l'efficience d'utilisation de l'eau intrinsèque, donc, comme étant, hein, l'assimilation nette, de CO2 sur, la conductance stomatique. Hop et on a fait ça donc à travers, des mesures d'échange gazeux qu'on a effectuées tout au long de la saison 2020. Mais ça, j'ai oublié de préciser, c'était en 2020, l'année covid. Donc on a installé les capteurs de flux de sève, au mois de juin et donc là, c'est pour les mesures d'échange gazeux, on les a effectuées de juin, jusqu'à septembre, donc une campagne par mois. Et avec, les feuilles qu'on a récupérées, sur lesquelles on a effectué ces mesures, on a effectué donc, des analyses, isotopiques pour avoir la discrimination, en carbone qui est connue pour être inversement proportionnelle à WEI, donc l'efficience, intrinsèque
et qui nous permet d'avoir en fait une échelle temporelle différente. À l'échelle de l'arbre, donc on a mis les capteurs de flux de sève de juin, jusqu'à septembre et donc on a estimé, l'efficience de transpiration, comme étant l'accroissement en biomasse. Donc l'accroissement en biomasse, entre les dimensions des arbres, entre, le mois de septembre et puis le mois de juin, sur la transpiration cumulée, puisqu'on a eu des mesures, en continu, hein, du coup de juin à septembre. Et on a pareil, donc on a regardé la discrimination isotopique, en carbone au niveau du CERN. Donc on a effectué à la fin de la saison 2020 des micro-carottes. On a isolé le dernier CERN, donc le CERN, de l'année en cours, pour avoir, de nouveau une échelle temporelle différente. Et donc, comme pour ce qu'on avait avec l'échelle foliaire, le delta wood, donc le delta bois, est connu pour être inversement proportionnel donc à l'efficience de transpiration. Donc là, on se retrouve avec 4 échelles. Anaïs, juste pour clarifier, comment vous avez mesuré le biomass increment? C'est quoi la allometric equations? On a utilisé des équations allométriques, qui avaient été, établies pour, des peupliers, qui avaient les mêmes caractéristiques, mais sur une autre plantation, donc la plantation de Saint-Cyr. Et donc on a pris les dimensions des arbres, donc diamètre et hauteur, en juin, au moment où on a installé les capteurs et puis au mois de septembre. Et on a calculé l'accroissement avec la différence, entre les deux mesures et donc la biomasse, ça a été calculé à partir d'équations allométriques pour les peupliers. Mhm. Merci. Et donc, je m'incruste, ce que dit above ground, ça n'inclut pas des racines du coup. Comment? Ça n'inclut pas des racines, c'est Oliver. Non, 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 non. C'est du Non, là, c'est vraiment sur, la aérienne. biomasse aérienne. Oui, oui, oui. D'accord. Là, Ok, merci. il y a pas de racines, non. C'est vraiment sur le compartiment aérien. Merci. Alors, concernant les résultats, donc ici, je vous ai mis des box plots. Donc, on a en abscisse, les 4 campagnes, donc, de juin à septembre 2020 et en ordonnée l'efficience, d'utilisation de l'eau à l'échelle foliaire, donc intrinsèque ici. On a en nuance de gris les différents traitements. Donc à chaque fois, le plus à gauche, c'est l'agroforestier, au milieu, le mélange forestier et en blanc, la monoculture. Donc, ce qu'on observait, ici, c'est, un effet traitement, en fait, sur l'ensemble de la saison de mesure avec, un WEI qui était plus élevé en agroforesterie qu'en monoculture. Par contre, quand on regardait au niveau des campagnes, indépendamment, on avait, uniquement des tendances, c'était à la limite d'être significatif, mais, on voit qu'au mois d'août, par exemple, c'est là qu'on a le plus grand gap, en fait, avec, les valeurs les plus importantes d'efficience d'utilisation de l'eau dans les mélanges par rapport à la monoculture. Quand on regarde avec donc toujours, à l'échelle foliaire, mais avec la discrimination isotopique cette fois-ci. Donc on a les mêmes tendances, donc tout est inversé, hein, graphiquement par rapport, à tout à l'heure. Mais comme, je vous disais en introduction, ce paramètre est inversement proportionnel, à WEI. Donc ici, quand on a des valeurs, qui sont basse, ça veut dire qu'on a une efficience d'utilisation de l'eau qui est finalement plus élevée, donc améliorée. Et donc, ce qu'on observe, c'est, les mêmes tendances que pour WEI avec, des valeurs moins importantes en agroforesterie, donc surtout au mois d'août et de septembre. Donc surtout, en agroforesterie, hein, cette fois-ci. Voilà, donc ce que je disais, hein, c'est que les box plots, qui sont de couleur foncée là, c'est les plus petites valeurs, mais ça signifie que c'est une efficience d'utilisation de l'eau plus élevée. Si on passe maintenant à l'échelle de l'arbre, donc ici, pareil, donc box plot avec,
l'efficience de transpiration. Donc là, on n'a pas de dynamique comme on est sur une seule valeur pour l'ensemble de la saison de croissance. Donc, on a à gauche l'agroforestier, au milieu le mélange forestier, à droite la monoculture. Et ce qu'on observe, c'est qu'à l'instar de ce qu'on a à l'échelle foliaire, on a une efficience de transpiration qui est plus élevée dans les mélanges. Et donc, plus élevée en mélange forestier, puis en agroforestier. Et enfin, on a la valeur de référence de la monoculture. Donc ici, on voit qu'on soit à l'échelle foliaire ou à l'échelle de l'arbre, à l'échelle temporelle instantanée ou plus intégrative, on est sur les mêmes tendances. Et ce que je n'ai pas présenté dans le matériel et méthode, on a calculé en fait un indice de complémentarité qui est très utilisé par le groupe de forestaires en contexte forestier et qui consiste en fait à calculer cet indice de complémentarité-là. Donc ici, un indice de complémentarité de 97%, ça signifie qu'on a un mélange qui est presque 2 fois plus efficace en termes d'efficience d'utilisation de l'eau que la monoculture. Et pour le mélange forestier, on est donc sur une valeur beaucoup plus importante puisqu'on est sur 158%, donc ce qui signifie qu'on est presque 3 fois plus élevé, donc 3 fois plus efficient en mélange forestier qu'en monoculture. Et ici, à l'échelle du CERN, donc avec le carbone, la discrimination isotopique, on a donc pareil que pour l'échelle foliaire, on a le box-plot qui est complètement inversé, mais comme pareil, c'est inversement proportionnel à l'efficience de transpiration, on a les mêmes, à peu près les mêmes résultats, puisqu'ici, en fait, on a uniquement le traitement agroforestier qui a une efficience d'utilisation de l'eau plus élevée qu'en monoculture et puis donc en mélange forestier. Donc là, ici, on ne retrouve pas la même tendance que pour le mélange forestier que ce qu'on avait avant. Et donc, ce qu'on a conclu, c'est que les peupliers dans les 2 types de mélanges ont montré une efficience d'utilisation de l'eau plus importante comparativement à leur monoculture. Généralement, dans la littérature, on observe une augmentation de l'efficience d'utilisation de l'eau en réponse soit à un déficit en eau, soit une augmentation de la teneur en azote ou à une amélioration en fait, de l'intensité lumineuse dans le traitement. Donc ici, si on s'intéresse d'abord à la disponibilité en eau, on ne peut pas relier les résultats qu'on a observés à un déficit en eau pour cette saison, puisque avec les données qu'on a de soil water content ou de potentiel de base, on n'a pas mis en évidence de déficit, enfin de limitation en eau dans les traitements, dans les mélanges. Donc ce que je disais, c'est qu'on WE augmente généralement aussi avec un apport en azote plus important. Donc là, comme on avait une espèce fixatrice d'azote dans le mélange, on pourrait supposer que le trèfle ou l'aulne a apporté plus d'azote, qu'il y avait plus d'azote disponible dans le sol dans ces traitements. Sauf que ce n'est pas ce qu'on a observé. En termes d'azote foliaire, on n'avait pas de différence dans les feuilles de peuplier en mélange versus en monoculture. Par contre, ce qu'on a conclu, c'est que les différences en agroforesterie et en mélange forestier étaient dues à des différences d'interception de la lumière et de lumière disponible. En agroforesterie, c'était dû à la densité d'arbres qui est 2 fois moins importante, pardon, puisqu'une ligne sur 2 d'arbres a été remplacée par de la culture, comparativement donc au traitement forestier. Par contre, on n'a pas ce constat-là donc en mélange forestier, alors qu'on a quand même une efficience d'utilisation de l'eau qui est plus importante qu'en monoculture. Et dans ce traitement-là, l'hypothèse, c'est que les peupliers, comme ils sont plus hauts
que les zones. Donc, on a une stratification des appareils aériens dans ce traitement. Les peupliers ont bénéficié de plus de lumière pour produire donc plus de feuilles et potentiellement donc plus d'azote aussi pour leur croissance, comparativement à la monoculture. Donc une compétition intraspécifique en monoculture plus importante que la compétition pour les aulnes et les peupliers dans le mélange forestier. Donc pour résumer, si on compare donc les peupliers agroforestiers et ceux en monoculture, les différences de WE qu'on a observées aux différentes échelles étaient à l'échelle foliaire associées à des différences de conductance stomatique et également d'assimilation à l'échelle donc foliaire, et à l'échelle de l'arbre à des différences de transpiration uniquement. Dans le mélange forestier, les différences étaient associées à des différences de conductance stomatique au niveau foliaire, mais à l'échelle de l'arbre, à la fois des différences de transpiration et d'accumulation de biomasse. Le fameux biomass increment qu'on avait pour le calcul de l'efficience de transpiration. Et si on fait le lien avec la précédente étude sur les performances de croissance des peupliers, on avait mis en évidence que les peupliers étaient plus productifs, donc avaient de meilleures performances de croissance dans les mélanges et utilisaient plus efficacement l'eau, donc ici, comme mis en évidence ici, dans l'agroforestier que dans la monoculture. Voilà. Merci, Anaïs. Je suis sûr qu'il y a plein de questions. Ah, Oliver. Merci beaucoup, c'est super cool. C'est super cool aussi d'avoir mesuré tous ces différents niveaux d'efficience. En plus, presque toutes les questions que j'ai, tu as répondu au fur et à mesure de ton exposé. Bon, bah, ça va Donc, il me reste juste un commentaire, une question. Toi, tu sembles être étonné que pour le grand delta mesuré dans le bois, tu n'avais pas le même patron que pour l'efficience de transpiration. Par contre, tu as même le même patron que pour le delta mesuré dans les feuilles. Donc, moi, ça ne m'étonne pas parce que le grand delta, c'est simplement une intégration. Enfin, le delta dans le bois, c'est simplement une intégration du delta dans les feuilles. Oui, c'est ça. Et il y a quand même un découplage par rapport à l'efficience de transpiration plancton circulaire. Donc, c'est chouette, tout ça a bien confirmé les choses. Et donc, finalement, en fait, tu as aussi mesuré l'azote. Donc, vous n'avez pas trouvé des différences de l'azote dans les feuilles. Non. Et là, tu écris sur le dernier diapo la différence associated to differences in stomatal conductance and assimilation rate. Mais du coup, dans quel sens? Est-ce que c'était le même sens, la relation efficience GS et A, le même sens, ou A était dans le sens inverse? Je dirais, est-ce que vous avez vu pour des plus fortes efficientes une augmentation? Ah, d'accord. Oui, dans le même sens. En fait, à l'échelle, alors pour le mélange forestier, on avait une conductance qui était, pour une valeur de conductance donnée là en abscisse, on avait une efficience d'utilisation de l'eau qui était plus élevée qu'en monoculture, et pareil, pour une valeur d'assimilation donnée, on avait une valeur d'efficience qui était plus importante. Et donc, on a regardé aussi, indépendamment de chaque campagne, si uniquement les valeurs d'assimilation et de conductance. Et pour le mélange forestier, on avait des valeurs, surtout d'assimilation qui étaient plus importantes. Et comme les deux vont dans le même sens, ça fait pour la monoculture, c'est un peu partout. Mais ça veut dire, oui, A est contrôlé par GS, donc tu as une plus forte efficience parce que les stomates sont plus fermés. Donc, c'est vraiment pas l'azote qui a joué. Au moins, pas par surface. Non, c'est pas l'azote. Enfin, vraiment, surtout dans le mélange forestier. Après, pour les peupliers en agroforestier, il y avait, on commence à avoir une tendance, ça dépend des mois, parfois c'est significatif, parfois ça l'est pas, mais on a généralement quand même tendance à avoir un peu plus d'azote dans les feuilles pour les peupliers agroforestiers. Mais on a regardé toutes les relations possibles entre les différents paramètres à l'échelle foliaire, donc du WEI avec l'azote, et on n'avait pas de relation pour les trois traitements. L'azote, tu l'as fait juste massique ou par surface foliaire? De souvenir, c'est par surface. Non, c'est massique. Pardon, Le massique, c'est ce que le spectre sort. Ouais, C'est non, intéressant c'est de le voir par surface foliaire. Et aussi, après, ce qui peut se passer, que la concentration dans la feuille, elle est effectivement peut-être pas plus élevée, mais peut-être les feuilles, les plantes
chaque plante a plus de feuilles ou une surface foliaire plus oui. importante et a finalement quand même accumulé, utilisé plus d'azote et avec finalement une photosynthèse qui, encore une fois, par surface, peut-être pas plus élevée, mais sur l'ensemble cumulé de la Plus plante, peut-être importante. plus, oui. Ça, c'est un des arguments qu'on a mis en évidence aussi, enfin, qu'on a mis en avant aussi, c'est que là, dans le mélange forestier, et donc ça sera le prochain séminaire flash, je pense, on a la quantité de feuilles est plus importante par arbre, par peuplier, en fait, dans les mélanges que dans la monoculture. Donc, c'est ce que tu disais, c'est pas une quantité d'azote plus importante par feuille, mais plus de feuilles, donc potentiellement plus d'azote aussi pour les arbres dans ces traitements-là. Parce qu'on a quand même des différences au niveau de l'architecture des houppiers, des peupliers dans les différents traitements. Et ça, c'est l'objet d'un article qu'on a soumis le mois dernier avec Nicolas et Pierrick. Donc voilà, c'est le petit teaser. Mathias? Oui, merci Anaïs. Quand je regardais tes diapos et tu as donné la intrinsic water sufficiency après le delta leaf. Oui. Et toi, tu dis c'est la même tendance. Bon, ils n'étaient pas sur la même page, mais moi, je ne voyais pas la même tendance. Alors, au niveau à l'échelle foliaire, hein, du coup. Au niveau foliaire, oui. Alors là, par exemple, en août, monoculture très bas. Oui. Et le reste, bon, ils sont tous un peu pareils. Hein. Oui. Là, si tu vas dans le delta. Oui, là, c'est Là, l'inverse, en fait. Oui, le mois août, ça ne sort pas du tout. Alors, et moi, j'ai vu aussi ça avec l'autre water efficiency, la transpiration efficiency et la delta wood. Tu vois, là, là, il y a les deux mélanges qui ont la monoculture sort vraiment beaucoup. Oui. Et dans la delta, ça sort pas. C'est presque pareil comme le forest mixture. Bah, ça ressort surtout en fait, pour les deux, ça ressort plus entre mélange forestier et monoculture, mais à chaque fois, ça ressort quand même entre l'agroforestier et la monoculture. Non, mais regarde avant l'agroforesterie et forest mixture, si tu vas. Bon, c'est pas très significatif hein, la différence entre les deux. Non, l'agroforesterie, mélange forestier, il n'y a pas d'effet, enfin, il n'y a pas de différence. Oui, mais dans la Mais delta. Mais dans la delta, il y a vraiment une différence. ouais, dans le delta, oui, il y a vraiment une différence. C'est pour ça que je dis. Ça, on le retrouve aussi à l'échelle foliaire quand on passe au delta. Avec le delta, on a ces mêmes différences-là qui sont observées. Enfin, on n'a plus de différence entre le mélange forestier et la monoculture, mais par contre, on a toujours la différence entre l'agroforestier et la monoculture. Bon, dans ma tête, je cherchais pourquoi ça peut être. Hein. Et je me demandais, est-ce que c'est possible que ce ne sont pas vraiment les mêmes choses qu'est-ce que vous avez mesuré? Parce que, par exemple, le wood, ça prend aussi beaucoup de réserves. Alors, tu vois une très forte différence entre début et milieu et la fin dans ton CERN. Bah, dans le Et CERN, là, John c'était Roden, par assez exemple, homogène hein, quand même. Dans le CERN du peuplier, c'était assez. Enfin, les vaisseaux, c'était assez homogène finalement. oui, mais le C13 aussi. On voit souvent que c'est plutôt au milieu. Alors, si tu as un early wood et un late wood, c'est à la transition early wood, late wood. C'est ce mesure-là qui est très bien lié. Et pas tout le wood, quoi. C'est pas Et toute là, la cerne. oui, là, en fait, quand on a broyé les échantillons, on a pris en compte tout le CERN, on a pris tout le CERN de 2020. Oui, c'est exactement mon truc. Qu'est-ce que Ouais, je c'est ça. parle? Hein? Je dis que probablement, il y a un effet de l'année avant dedans. Ok. Et dans les cernes, il y a une variation intra-annuelle. Et qu'est-ce que moi j'ai vu, mais ça fait un certain moment, c'est plutôt, bon, si tu as Hollywood Lakewood, c'est au milieu, mais c'est pas vraiment toute la cerne. La cerne, ça te brouille le signal. Je me demandais aussi pour le leaf water, si tu vas plus, est-ce que vous avez pris des feuilles ombre, des feuilles lumière? Parce que là, vous avez pris, C'était pourquoi, si vous voulez non, vous avez pris
l'assimilation avec de la lumière saturante. Oui, oui, Mais oui. ce n'est pas ça que voient les feuilles. Les feuilles, ils voient la lumière qui change. Le matin, probablement, au milieu Oui. de l'année, c'est saturant. Alors là, le feuille, si tu prends le C13, c'est mélange entre ça. Et ça va être différent en haut de ton arbre, où tu as beaucoup de lumière, ici, c'est dans l'ombre. Et Alors, à il chaque va fois, être à chaque fois, on a pris des feuilles de pleine lumière. Alors, c'est sûr que c'est assez long de faire les mesures d'échange gazeux, surtout qu'à chaque fois, on met une demi-heure à peu près pour avoir une courbe. Et on avait 36 arbres à faire, parce qu'on faisait aussi les zones ouais. pour chaque campagne. Donc, on faisait ça sur 2 jours. Et on essayait à chaque fois de ne pas commencer par le même traitement non plus, parce qu'en fonction des mesures qui sont faites le matin, le midi ou l'après-midi, l'exposition à la lumière, c'est clair que c'est pas la même chose. Mais à chaque fois, donc on essayait pour essayer d'avoir le moins d'hétérogénéité possible, d'avoir toujours des feuilles matures de pleine lumière. Et vous savez, mais comment vous avez accédé en eau pour les feuilles pleine lumière? Tu vois, une feuille pleine lumière, on dit c'est toujours en pleine lumière et pas seulement pendant un certain moment Mmh. pendant la journée. C'est sur ça que je parle. Bon, je peux imaginer qu'il y a des différences à cause de ça. Bon, c'était mon réflexion quand j'ai vu En fait, cette c'est différence-là. bien ce que discute le papier. Anaïs n'est pas rentré dans les détails, mais les différences qu'on observe entre les différentes échelles, c'est que le CERN, la feuille, etc., n'ont pas vécu les mêmes choses. Là, ce qu'on montrait surtout, c'était que plus on intégrait dans le temps aussi, plus les différences étaient marquées. Mm. Heu, après, après c'est vrai qu'il y a toujours de la variation quand même, là, au cours de la journée quand on fait les mesures d'échange gazeux ou ce que tu disais là dans le bois, enfin dans le CERN, nous on a justement pour éviter d'avoir, l'efficience d'utilisation de l'eau que sur, la première période de la saison ou que sur la dernière. On a pris en compte, l'ensemble du CERN pour pas avoir, ces différences-là, de prise en compte. Mhm. OK. Erwin? Moi, je suis comme les précédents, je suis impressionné par la qualité du travail et le nombre de mesures et ces changements d'échelle. Ce n'est pas tellement souvent que dans les études d'efficience d'utilisation de l'eau, surtout sur le terrain, on essaye d'intégrer ces différentes échelles. Après, ça conduit évidemment à ce qui vient d'être discuté, hein, Mmh mh. des différences de timing d'intégration, de période d'intégration des différents signaux. Et donc, il faut faire attention de pas essayer de les comparer de façon très stricte, puisqu'ils ne recouvrent pas du tout les mêmes échelles de temps. Ça, c'est toujours un problème, hein, mais c'est une réalité. Et moi, j'avais une petite remarque aussi, mais qu'on retrouve souvent quand il y a des résultats avec une certaine dispersion, hein. Vous vous êtes donné a priori un test, hein, et un seuil de test, donc il faut s'y tenir, quoi. Si le résultat ne permet pas de conclure à une différence significative, ben, vous n'en avez pas mis en évidence, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein. Il peut y en Mmh. avoir, mais l'expérience ne l'a pas mise en évidence. Ça simplifie énormément les discussions. Ça évite par exemple de mettre des flèches rouges sur des graphiques alors qu'il n'y a pas de tendance, quoi. Il n'y a pas, aucune tendance n'a été mise en évidence. Bon, c'est un défaut bénin, mais il faut faire attention parce que ça obscurcit ensuite les discussions. La deuxième chose, c'est vraiment une question un peu philosophique, hein. Finalement, est-ce que vous avez vraiment mis en évidence un effet de l'agroforesterie ou tout simplement un effet de la densité de plantation des peupliers? Alors en agroforesterie, là, ce qui a été mis en évidence, c'est vraiment aussi le fait qu'il y ait eu une ligne d'arbres sur 2 qui était remplacée, donc un effet densité. Par contre, dans notre article précédent, on avait mis en évidence, qu'il y avait, 7 fois plus d'azote disponible dans le sol. Donc, Ouais. même si on n'a pas, plus d'azote, de quantité d'azote par feuille, on a, des arbres qui ont, beaucoup plus de feuilles et ça, on l'a quantifié, D'accord. là pour un autre article, qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de feuilles
sur les arbres agroforestiers que sur les arbres en monoculture. Donc, un boost de la croissance aussi et donc de ce facteur biomass Donc, ça, increment. Oui. ce qui veut dire que ça peut tout aussi bien être un effet de la dimension plus grande des arbres avec un indice foliaire par arbre beaucoup plus élevé que simplement un effet d'interception de lumière. Si vous mettez l'accent sur l'interception de la lumière, on a l'impression que c'est à dimension équivalente. Non, ça l'est pas. Il y en a un qui intercepte beaucoup plus de lumière parce qu'il est beaucoup plus grand. Et du coup, il y a un effet de dimension qui fait que les rapports entre surface foliaire, quantité de racines peut-être, mais même si vous ne les avez pas, ou biomasse changent, et que ça se traduit par des différences d'efficience d'utilisation de l'eau à l'échelle de l'arbre, sans qu'il y ait nécessairement des très grosses différences à l'échelle de la feuille. Donc Donc là, c'est peut-être ce genre d'équilibre. ouais. Oui. En termes d'architecture, il n'y avait pas les peupliers agroforestiers et les peupliers en monoculture avaient une hauteur similaire, hein, il n'y avait pas d'effet Ouais. au Mais moment plus où de on a feuilles. fait. Voilà. Par contre, il y avait une interception lumineuse qui était plus importante quand même en agroforesterie, mais ça, c'est dû à la densité qui est plus faible. Mais on a également, c'est ce qu'on disait, le houppier qui est beaucoup plus étendu latéralement que les peupliers dans la monoculture. Donc, Donc, il y a à la fois cet indice d'interception lumineuse qu'on a estimé et aussi les dimensions et avec l'expansion latérale en fait, des branches. d'accord. Donc, ça veut dire une plus forte efficience d'interception de lumière dans les systèmes agroforestiers Oui, qu'en monoculture, par individu, pas à par l'échelle de la individu. canopée, mais par individu. Mm. Ça, il faudrait peut-être plus insister sur cet aspect-là que simplement sur l'aspect rayonnement, qui laisse entendre qu'il y a Oui, il y a vrai. une différence d'interception en dimension équivalente, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est bien la plus forte croissance qui conduit à une plus forte interception qui favorise ensuite l'efficience d'utilisation de l'eau. C'est ça la chaîne causale. Okay. Mais c'est très intéressant de regarder ça. Après, il y a toujours le même. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous ayez regardé la disponibilité en eau. Bon, c'est pas un endroit tellement sec là-bas, hein, mais c'est quand même intéressant d'avoir ça. Et il n'y a effectivement pas de différence sensible sauf une fois, mais bon, en potentiel de base, c'est toujours un peu C'est assez délicat. limité. Enfin, on ne Ouais, pouvait c'est pas très mettre en limité. évidence. Oui, Non. voilà. Il y a pas mal plus. Ouais. Voilà, donc merci pour cette présentation qui était très très claire et très bien structurée. Merci. On a d'autres questions? S'il n'y en a pas, merci Anaïs. J'en ai encore une, hein. Allez. Allez, vas-y. Est-ce que vous allez essayer de reproduire cette approche sur… non, parce que vous allez arracher les arbres, c'est ça? À la fin de… Ouais, là pour cet hiver, il y a l'abattage qui est prévu. Donc Mais on n'a pas pu réutiliser les capteurs, en fait, parce que comme c'est des essences à croissance rapide, les capteurs ont été pas mal abîmés. On aurait bien aimé pouvoir les récupérer puis refaire une saison, mais ouais. ça n'a pas été possible. Parce que là, effectivement, la duplication aurait été vachement importante. Mais bon, c'est comme ça. En fait, comme les interactions entre les différentes espèces évoluent, c'est ce qu'a montré un peu Anaïs dans son papier précédent, il y a une espèce de succession d'interactions positives et négatives entre les espèces. Donc effectivement, ce qu'on a observé à ce moment-là, c'est pas sûr qu'on le retrouverait à une autre période du cycle. Et ce sera peut-être intéressant lors de la deuxième rotation du système de voir ce que ça va donner. Oliver? Oui, j'ai finalement quand même encore une petite question. C'est lié au fait que la façon dont vous avez calculé l'efficience de transpiration, la partie above ground, sur aérienne, parce que bien sûr c'est très compliqué de regarder la partie racinaire, mais je me demande quand même, vous avez probablement y réfléchi, l'impact que ça a eu, parce que je suppose que dépendant de la densité de plantation, qui est différente dans les trois manips, agroforesterie, monoculture ou mix, la taille du système racinaire sont peut-être pas pareilles. Et donc, du coup, il a peut-être un root shoot qui est différente, qui a plusieurs impacts, qui a un impact sur la biomasse totale et sur le biomasse increment du coup aussi, mais aussi sur l'exploration du sol, peut-être sur une moindre fermeture des stomates et tout ça. Vous avez discuté ça un peu ou vous avez réfléchi autour de ça? Non, enfin, après, tout ce qui est système racinaire, c'est pas notre… Enfin, moi,
c'est pas mon point fort non plus. Mais non, je sèche, hein, complètement. Non, pour le moment, le compartiment souterrain, c'est la boîte noire, quoi. Mm. On va s'améliorer. On va essayer de documenter ça mieux lors de la prochaine rotation. Mais on précise quand même que voilà, notre étude s'est intéressée il y a tout ce compartiment souterrain qui est pas pris en compte et qui potentiellement peut jouer aussi. Donc ça, on en a conscience. Ok, merci. Erwin? Non, Une petite remarque et question philosophique. Finalement, le peuplier dont on dit toujours qu'il est redoutable parce qu'il consomme beaucoup d'eau, qu'il peut être en compétition avec les cultures, qu'il ne fait pas du bien pour la disponibilité en eau, pour l'irrigation et tout ça, est-ce qu'il est efficient ou est-ce qu'il n'est pas très efficient globalement par rapport à d'autres espèces? Là, je pense qu'on n'est pas sur un site qui est limitant déjà en eau, parce qu'on se Ouais. retrouve souvent sur une parcelle qui est en noyer. Là, on le voit, hein, l'année dernière, au mois de juillet, la parcelle a été inondée au mois de juillet. Donc, dans ce contexte-là, je dirais qu'il est efficient. Maintenant, dans un contexte peut-être dans d'autres climats, ce ne serait pas forcément l'espèce à privilégier. Mais maintenant, que ce soit l'aulne, le peuplier ou le saule, sont des espèces à croissance rapide qui ont des besoins importants quand même en eau. Ouais. Donc, ils ne sont pas forcément à privilégier là où Ouais, on est tout le temps. ma question, c'était pas tellement sur le fait qu'il faille les privilégier ou pas, c'était plutôt sur est-ce qu'ils sont intrinsèquement efficients ou pas. Et moi, je suis convaincu que ces espèces à croissance rapide sont aussi intrinsèquement efficientes. C'est-à-dire qu'elles sont, contrairement à ce qu'on pense, mais ça c'est un débat qui est complètement ouvert et on ne peut pas le clore encore aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement les espèces à croissance lente qui ont une très grande efficience d'utilisation de l'eau. C'est parfois aussi les espèces à croissance rapide qui valorisent l'eau qu'elles consomment en faisant beaucoup de biomasse. Mais elles consomment beaucoup d'eau. Après, là, on est sur un génotype de peuplier, sur un clone de peuplier qui est parmi les plus efficients en termes d'efficience d'utilisation des ressources, en Ouais. fait. Donc, Ouais. parce qu'après, voilà, il y a quand même plusieurs clones. Et là, sur les différentes études qui ont comparé les clones, on est sur un des plus efficients. Bon, j'ai une petite réponse pour toi, Erwin. J'ai mis ensemble, j'ai mis ensemble ce que j'ai trouvé dans la littérature comme estimation de déficience de transpiration, bien sûr en pot pour avoir aussi la partie racinaire, parce que si tu n'as pas ça, de toute façon, tu peux ne rien comparer du tout. Et là, je peux te dire, les deux moins efficientes dans toute la liste que j'avais, c'est le peuplier et l'eucalyptus. Il n'y a pas beaucoup de choses dedans dans la liste parce qu'il n'y a pas tellement d'espèces d'arbres qui ont une estimation de TE. Mais clairement, en haut de la liste, c'était les conifères. Thuya plicata, Picea glauca, tout ça. Les chênes sont un peu au milieu. Quand tu dis en haut de la liste, ça veut dire en réellement efficient. Ah oui, oui, oui. D'accord. Genre les Picea et les Thuya, ils sont des efficiences de 5 à 8 grammes par kilogramme. Les peupliers, l'eucalyptus que j'avais trouvé, c'était plutôt de 1 à 3. D'accord. Donc, c'est un débat qui est encore complètement ouvert. Mais oui, non, le non, problème, pas du c'est tout, en en pot, fait. quoi. Il va te Ouais. dire, non, c'est plus ouvert, hein, en fait. Ouais. Non, C'est mais pas, c'est juste, c'est- toi et moi, on ne sait pas, mais ça veut dire pas, c'est ouvert. Bah, la partie qui est ouverte, c'est qu'on n'a que des bonnes estimations en pot. Et bien sûr, on Ouais. sait que ce qui se passe en pot, un peu sur des plantes qui ont 1 ou 2 années, sur le peuplier, on ne garde pas en pot plus qu'une année. Ça ne correspond pas vraiment à ce qu'ils font à l'extérieur, dans la nature, avec des systèmes racinaires très, très étendus, etc. Tout ça, quoi. Mais c'est très difficile à comparer après des mesures à l'extérieur entre différentes espèces. Oui. Mais ce qu'on disait, C'était pas de sujet. les efficiences de transpiration pour les peupliers, c'est quelque chose d'assez rare aussi dans la littérature. Quand on veut faire la comparaison avec nos valeurs, ça a été un peu compliqué aussi. Parce que c'est des mesures qui sont assez lourdes. Et là, on a eu de la chance qu'il n'y ait pas eu vraiment de coupure pour les mesures en continu de flux, sur les flux, là, mais ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Non, mais moi, personnellement, je crois aussi que c'est pas intéressant, l'efficience de l'eau entre ces espèces.
juste comme ça. C'est intéressant dans un contexte comme chez Anaïs, un truc comme ça, si j'ai des plantations différentes, mais sinon, tu ne plantes pas un peuplier, ou tu plantes normalement une chêne. Tu vois, on part en compétition, si tu veux planter, non? C'est... De toute façon, ce n'était pas l'objet du... Non, ce n'était pas l'objet de la manip, mais c'est toujours Non. intéressant de se poser la question. Ok, je vous laisse. Merci beaucoup, Anaïs. Merci Anaïs, Merci à vous. tous. Et inscrivez-vous pour les prochaines semaines, qu'on ne soit pas à court de séminaire flash. Ok. Et bon après-midi. Ok, merci Après-midi. Anaïs, bon après-midi. Au Bon revoir. après-midi.